Nous en sommes déjà à la dernière émission de la saison. Pour ce dernier épisode, nous allons discuter d'un sujet encore plus spécifique, soit la psychologie sportive. Par le passé, on expliquait les limites ou l'incapacité des athlètes d'aller plus loin par des raisons physiques. La psychologie sportive, ou la façon dont notre cerveau influence nos performances, est un domaine de recherche assez récent. C'est surtout au cours du dernier siècle, surtout lors des dernières décennies, que davantage de recherches ont eu lieu sur le sujet. On comprend beaucoup mieux aujourd'hui certains éléments, mais d'autres phénomènes sont encore incompréhensibles. Tous les aspects dont nous avons discuté jusqu'à présent, soit les moyens de s'entraîner à la maison, la perte de poids, bouger pour sa santé physique et son bien-être mental, ne pourraient se réaliser sans la motivation et la confiance. Ce sont effectivement des sujets que nous avons brièvement discutés au cours des dernières émissions. Que ce soit dans le sport ou dans tout autre domaine, ces deux aspects sont importants pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et de se surpasser. C'est pourquoi nous verrons en profondeur en quoi consistent ces deux aptitudes mentales et comment elles affectent le niveau d'activité physique réalisé ainsi que la performance. Je m'appelle Alex Bernard. Formation, premièrement, j'ai été formé en activité physique. Et puis, j'étais pas trop certain dans quel domaine je voulais me lancer, donc j'ai été faire ma maîtrise en psychosportive et aussi de l'activité physique. Pendant ces années-là, j'ai essayé un petit peu de recherche. J'ai travaillé comme kinésiologue dans une clinique familiale de la région. J'ai fait de l'entraînement personnel, j'ai entraîné des athlètes quand même assez haut niveau. Et puis, mais tout ça pour dire que je me suis lancé dans l'enseignement en éducation physique, juste pour mieux accommoder mes décisions familiales. Puis j'enseigne majoritairement présentement en mathématiques, mais de formation, j'étais éducateur physique. Puis j'ai évolué dans un programme de sport-études, le volet hockey, pendant 12 ans. Puis maintenant, le sport-études à notre école a changé un petit peu. Puis c'est une approche plutôt holistique. Donc au lieu de se spécialiser strictement au hockey, un élève qui choisit de faire partie de notre programme va pratiquer 3 sports, dont le badminton, le volleyball, le soccer. Puis à l'intérieur de ça, on va toucher le volet de l'alimentation, puis évidemment la préparation mentale et tous les aspects de santé aussi. Donc, Michèle Fortier, je suis professeure titulaire à l'Université d'Ottawa dans le département de kinésiologie. Ça fait 28 ans. Et puis, c'est ça, j'étudie l'activité physique, la motivation et l'effet de l'activité physique sur la santé mentale particulièrement. My name is Sean Sweeney, Coach Sean, and I am a tennis coach here in Rockland and in Ottawa, all right? But we are moving out into Rockland by 2020, end of 2024, 2025. And the idea is to build a large facility up by CIH Hockey. And the first phase will include a 4-court tennis facility and a 10-court pickleball facility with a social area inside. And my role there will be to oversee the operation and the high-performance tennis section as well. So that's what we're doing. That's where I come from, and that's my job. So I've been coaching for over 15 years, tennis specifically, high performance tennis. I've only ever worked with high performance athletes. Obviously out here in Rockland, we'll have to work with the recreational and the beginning programs, but for the last 15 years, I've been working with high performance athletes and helping them get to the highest levels they possibly can. As I mentioned to you earlier in a conversation offline, I've taken a player from, when I received her, she was 1,100 in the world. We got to 360 in doubles and just over 400 in singles, so she was my top one. And then from a junior perspective, every kid who came out of my full-time program was offered at least a D1 scholarship down in the U.S. So the opportunity to go play for teams down in the U.S. Some took it. Many stayed here in Canada to finish their education or do their education here in Canada. And I've had 2 or 3 other kids who have played pro in tennis. It's called the Futures Tour. So it's just before the major money. And they start playing in the sections here and they travel over the world to play tournaments. Lorsqu'on se penche sur le côté compétitif, de nombreux facteurs vont jouer en faveur d'une bonne performance. La qualité et les types d'entraînement, les périodes de repos, l'entourage, les compétitions et l'alimentation ne sont que quelques exemples de facteurs qui sont cruciaux pour réaliser une bonne performance.
et la place de la psychologie sportive ne doit pas être oubliée. En fait, on dit souvent que la limite dans le sport n'est pas physique, c'est bien plus une limite psychologique qui nous retient. De nombreux processus ont lieu dans notre cerveau lorsqu'on fait du sport ou que l'on participe à une compétition. Ceux-ci peuvent influencer, soit de manière positive ou négative, notre performance. Mais ce ne sont pas de ces phénomènes dont nous parlerons ici. Comme mentionné plus tôt, nous allons nous pencher sur l'impact de la motivation et de la confiance sur la performance. Ce sont deux facteurs nécessaires de posséder si l'on veut réussir à compléter une bonne, voire une excellente performance. Mais avant d'aller plus loin dans ces aspects beaucoup plus spécifiques, commençons par expliquer ce qu'est la motivation et la confiance. La confiance, en bout de ligne, c'est la croyance en soi qu'on est capable d'exécuter un mouvement ou de compléter une tâche. Puis, on peut avoir la confiance en soi, on peut avoir la confiance dans notre entourage, mais bref, la confiance, c'est notre sentiment qu'on est capable d'accomplir ce qu'on veut accomplir. La motivation, bien, il y a plusieurs sortes de motivation. Il y en a qui est plutôt à l'intérieur de soi. Donc, si je prends comme exemple l'activité physique, certains vont le faire parce qu'ils aiment strictement juste faire l'activité. Donc, aller jouer au hockey pour quelqu'un, c'est plaisant. Donc, ils sont très motivés d'aller à la patinoire, jouer avec des amis et bouger. Pour d'autres, c'est plutôt externe. Donc, là, je donne l'exemple d'un devoir. Ben, si je le fais pas, mes parents vont être fâchés. Je vais juste le faire parce que mes parents vont être fâchés. Donc, là, ici, la motivation n'est pas à l'intérieur de soi, mais vient d'un endroit externe. Puis là, il y a un continuum. Parfois, on associe le bienfait de certaines actions. Donc, puis là, sur le continuum, on veut plus souvent que ça vienne à l'intérieur de soi qu'à l'externe, parce que c'est démontré qu'une motivation externe, oui, ça pourrait être dans le moment présent quelque chose qui va nous pousser à accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir, mais quand c'est une motivation interne, c'est beaucoup plus résistant à travers le temps, à travers les obstacles, puis bref, on fait plus lorsque ça vient à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. What's the impact of motivation and confidence? Great question. So I think my definition of confidence is maybe slightly different than others in the field. I believe that it's one thing to be confident, but it's another thing to be crystal clear. So one of the first questions I always ask a child, even at the youngest age, what's your goal? What are you hoping to accomplish? And of course, if they're 9 years old, I'm number one in the world or whatever it is, or I'm just hoping to get ice cream after practice. So it could be completely different, but they're crystal clear on what they want, right? And so I always ask a child, what are your goals? What are you trying to accomplish? And then how can we help? And you talked about confidence, and I think confidence is a nice factor, but just like to tell you a little story. So think about yourself. You're at your house. You understand where your house is and the layout of your house. You're standing at the front door, and I ask you, I say, listen, do you mind? I want you to, with the lights on, run to your bedroom as fast as you can. Now, you're probably pretty confident that you can run to that bedroom pretty quickly, right? So you take off and you fly to the bedroom, and you're back within X amount of time. But now, I put a blindfold on at the front door, and I turn all the lights off, and you were confident to run your bedroom before, right? Now everything's off. How confident are you? Right? So one of the things that I always work with is you need to be crystal clear. And when you look at high performance athletes, the ones who get to the highest level, they have a complete understanding of what it's going to take to get there. They have the map. So the confidence comes from the clarity because they're crystal clear on what to get there and they're willing to do the work. Right? So if you ever listen to Kobe Bryant from the LA Lakers, unfortunately he passed away a few years ago, but if you ever listen to him, it's about putting the work in, right? So he's crystal clear. He knows exactly what needs to be done when he gets on that basketball court and where he's going with the team. And if for some reason something happens during that match, he goes back and works on it. Tiger Woods would get off the 18th hole after winning the Masters and go practice. Right? So these are all things that drive or bring confidence, but I believe it comes from being crystal clear on what you want, right? So you'll see athletes, even in my program, hey coach, I want to get to a D1 school. Okay, so here's what they've done in the past. The kids who get to a D1 school or go play pro, here's exactly what they've done, and everybody's a little bit different, so your programming might be different, but the pathway is pretty much set, right? To get there, you have to at least do this, the minimum, right? And so are you willing to do that? Are you willing to put the work in? So words are one thing, actions are another, right? And it's really, really important for these athletes to, I believe, to stay clear on their path
have a clear picture of where they want to go, and that will allow them to facilitate or move towards that direction. Motivation is very impactful, but I think motivation is more of a term that we use as outsiders. Oh, that child's motivated. And so I think, again, if we go back to clarity, that child is crystal clear on what they want to do. Therefore, the motivation is there. So if they have to get up at 4 o'clock in the morning to go train, they will, right? If they have to train again at 8 o'clock, they will, because they're motivated to do so because their clarity, what they want to accomplish, is just there, right? So the motivation, again, like confidence, just comes along with the clarity. My son, I told you a story again offline, who looked at me at 11 and 12 years of age, and he said, I want to be like those kids in the parking lot. I want to be like that. And I said, well, that's awesome, right? But he was crystal clear on what he wanted. So when he got to an age, 13, 14, 15, and my partner was training kids in a gym over by Bayview in Ottawa, he would get on a bus at 14 years of age and get over there to train at 6 o'clock in the morning. No parent, no coach, nobody telling him to, right? He was crystal clear on what he wanted. Now, his abilities and so on and so forth may have not been like the highest of levels, because obviously he did become number one in the world, but he was not going to let that deter him from giving it his best. And so I guess that's motivation. But to me, again, he knew what he wanted. He wanted to play on the Pro Tour, and he wasn't going to give it to anybody. So it's to me, it's that clarity piece again. I can't motivate anybody. It comes from within. It has to come from within the child. So like I just said, motivation is it's an outcome, I would say, from the clarity. So if you see a kid who's out there on my tennis court, right, and they appear to be working harder than anybody else, and they do it every day, right, that child probably has a really clear goal of what they want to accomplish with the tennis. If you look over on another court and there's two kids talking in the background and they're having, which is fine, that their goal is not the same, right? But so they're motivated they want to be outside, they want to be athletic, they want to play, but it's not the high performance, crystal clear goal, right? Because that crystal clear kid, they're focused. Practice is over, they'll probably eat, do their lunch, have fun with their friends, then get to the gym, right? So the motivation is just, to me, it just gets pulled along, right? It's there because of the clarity, right? And if that clarity's not there, the motivation's not there, right? And you'll see a lot of kids on the couch, I'm just guessing here, right? You'll see a lot of kids on the couch who are supposed to be at practice or whatever, and the motivation's not there, right? Well, why? Why? Because the clarity, the picture's not there. It's really not, if I go on YouTube or I play Nintendo or do whatever, that's fine too, right? But the kid who's crystal clear is on that court. Chaque individu qui adhère à la pratique d'une activité physique est confronté, qu'il en soit conscient ou non, à la motivation et à la confiance. Régulièrement, les individus déclarent qu'ils sont habituellement freinés par un manque de motivation lorsqu'ils en viennent à vouloir pratiquer une activité physique. On entend moins parler de la confiance, mais c'est effectivement un facteur qui a de l'importance. On ne s'en rend pas toujours compte, mais ce sont des facteurs beaucoup plus importants qu'on ne le pense. Je pense que l'activité physique va influencer notre confiance et notre motivation en nous démontrant à quel point notre corps est capable de faire des choses incroyables. Là, je pense strictement à des patients que j'ai vus, des patients qui, au départ, avaient peur de bouger pour X, Y raison, puis à la fin, ils réalisent à quel point sont capables d'aller pour un certain temps qu'ils pensaient impossible ou capables de lever un certain poids qu'ils pensaient au-delà de leurs limites. Notre corps, c'est une machine super, super intelligente. Puis si on lui présente des stimulus progressifs, le corps va s'adapter, puis il va répondre à nos besoins, puis il va devenir de mieux en mieux. De toute évidence, le sport nous permet de développer plein de compétences qui peuvent également être utiles à l'extérieur de la pratique d'un sport. Comme vient de l'expliquer Alex Pernord, le sport aide à améliorer la confiance et la motivation. Par conséquent, lorsque nous sommes davantage confiants et motivés, il devient alors plus facile de bouger. On comprend donc que la confiance et la motivation ont un lien bidirectionnel avec l'activité physique que nous allons réaliser. C'est pourquoi ce sont deux éléments qui sont si importants à comprendre, à posséder et à travailler dessus. L'autodétermination, c'est un autre mot pour qualité de motivation. La théorie dit qu'il y a différents types de motivation qui se situent sur un continuum d'autodétermination. Au plus extrême, où il n'y a pas du tout d'autodétermination, on a le concept d'amotivation, où les gens n'ont pas
de motivation. Ensuite, on tombe dans des types de motivation extrinsèques, c'est-à-dire que les gens vont faire l'activité physique pour des raisons extérieures, comme parce que leurs parents leur a inscrit à une forme de sport, ou des fois les gens se mettent de la pression eux-mêmes pour faire de l'activité physique. Ça, c'est pas toujours bon à long terme. Puis, à l'extrême où il y a le plus d'autodétermination, on a le concept de motivation intrinsèque. C'est quand les gens vont faire de l'activité physique parce que ils aiment ça, ils ont du plaisir à le faire, c'est le fun, ça leur apporte de la satisfaction personnelle. Ça, c'est comme la meilleure qualité de motivation qu'on peut avoir. Donc, c'est certain que, idéalement, l'objectif premier devrait être de pratiquer un sport ou de bouger parce qu'on aime cela et parce que cette activité nous permet de bien se sentir. Pensez à tous les bienfaits que procure l'activité physique, comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes. Pratiquer une activité physique pour ses bienfaits est alors l'un des meilleurs moyens d'y adhérer. Toutefois, il faut comprendre que c'est pas nécessairement aussi simple que ça. Nombreux sont les facteurs qui ont une influence sur le niveau de motivation ou de confiance qu'un individu possède. Toutes sortes de facteurs, ça peut être leurs expériences antécédentes. Comme je disais tantôt, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences avec l'activité physique, soit dans un cours d'éducation physique où ils étaient peut-être pas super bons ou habiles, puis ils se faisaient taquiner par leur père, ou un prof d'éducation physique qui était peut-être pas idéal, qui mettait de la pression. Ou il y en a qui ont fait du sport compétitif quand ils étaient jeunes, puis ils ont eu ben de la pression de leurs parents ou de leur entraîneur. Ça les turn off un peu de l'activité physique. Donc, leur expérience antécédente avec l'activité physique, ça peut avoir une influence sur leur motivation et la confiance. Nombreux sont effectivement les facteurs qui vont influencer nos niveaux de confiance et de motivation. Et il faut aussi comprendre que nous sommes des humains ayant des sphères de vie qui peuvent elles aussi influencer notre état lorsque nous cherchons à faire de l'activité physique. De plus, les diverses aptitudes cognitives qu'un individu possède vont s'influencer les unes les autres et contribuer, ou non, à rendre un individu confiant ou motivé. C'est des facteurs séparés, mais ils s'influencent. Entre autres, la théorie de motivation que moi, j'utilise beaucoup dans mes recherches et qui est aussi une des meilleures théories de motivation en ce moment, parce que elle a beaucoup de soutien de la recherche. C'est pas juste quelqu'un qui a inventé ça puis qu'on n'a pas de recherche pour la prouver. C'est la théorie de l'autodétermination de D.C. Ryan. Et eux, ils disent que la confiance, ils appellent pas ça de la confiance, ils appellent ça un sentiment de compétence, mais c'est la même chose, que c'est un déterminant de qualité de motivation. Donc, plus qu'on se sent confiant, meilleure va être notre motivation pour faire un comportement. Donc, il y a quand même un lien entre les deux, mais moi, quand j'aide les gens un à un à bouger, j'ai un programme justement à l'Université d'Ottawa qui s'appelle un programme de counseling d'activité physique, où on aide les gens, les étudiants, les profs, les employés de l'université à bouger. C'est très bon pour la santé physique et la santé mentale. Moi, je peux avoir toutes sortes de clients. Il y en a qui ont de la confiance, mais pas de motivation. Il y en a qui ont de la motivation, pas de confiance. Il y en a qui ont ni un ni l'autre. Il y en a qui ont les deux. Puis nos stratégies les interventions qu'on va faire avec eux, ça va être différent dépendamment de quel profil il arrive avec. Je vais faire des choses différentes s'il y a quelqu'un qui arrive puis qui n'a pas de motivation, pas de confiance, versus quelqu'un qui m'arrive qui a les deux. Je vais probablement tomber plus dans la planification, alors que quelqu'un qui n'a pas de motivation et pas de confiance, je vais faire d'autres interventions. Un soutien peut donc être bénéfique afin d'aider les individus à adhérer davantage à la pratique d'une activité physique. Dans les centres urbains comme Ottawa, diverses ressources sont à la disposition des individus, comme l'explique Michel Fortier. Toutefois, dans les régions rurales comme Rockland et ses environs, il peut parfois être plus difficile d'obtenir ce genre de service. I believe there probably is. I don't know anybody yet. We're just moving out here now, but I'm sure there are great sports psychologists out in the area that can help athletes to at least develop a plan for their mental preparation, right? How they set the stage, how they react to things. I'm sure there's amazing people in the Clarence Rockland area that can help these athletes to develop that planning, that infrastructure for them when it comes to mental.
I know for us as well, for us personally, on the courts, we really work on a psychological perspective of the game. It's three, it's tennis is technical, tactical, and psychological, and I guess physical, so four, right? And so we really work on the psychology on the court as well. And it'd be wonderful in the Rockland area, Clarence Rockland area, to have sports psychologists who can come in and really sit down with the athlete and develop a plan. So when you're feeling frustrated, when you're feeling anxious, when you're feeling nervous, right, it'd be really wonderful to help that athlete develop a plan with a professional that can do that. And I'm sure there's lots of people here that can do it. And the other thing, if I don't mind just adding one more thing, if you keep it in, great. But it's also, I think parents, there's an opportunity, especially for high performance athletes. A lot of times the parents live with the athlete. It becomes their dream as well, which is fine. They're supporting their child. But I think these professionals in our area could help with the parents understanding how to let the child develop and how to let them really facilitate their own growth on the court or in the pool or whatever they're doing. And so these specialists can work with the parents to kind of set the barriers on how they should be working with their young child to make sure that their child becomes the best they possibly can, right? So I think our local sports psychologists can work with those parents as well. Let's take away the high performance part for a second. Now you're talking about just being active. It'd be interesting to see, and I don't know the answer, to be honest with you, but it'd be interesting to see if there was something available in the schools, right, that allowed the young students, right, from an athletic perspective because quite often, the child may be shy or anxious about something, right? Could Clarence Rockland, I'm sure, could our professionals somehow get into the schools and help these children at a young age? And maybe it's there already, so please, I don't know. But it'd be wonderful to see if that was in place to get more kids to be active, right? Because maybe they're just shy, and maybe they just need a set of tools from the psychologist that can help them develop and allow them to go feel confident in the gym, whether they're winning or losing, just being active and playing and getting out there. One of the terms I hear now all the time is this physical literacy. And you may not be able to tell it from the camera, but I'm 58 years old. And so that term was not around when I was a kid. We ran, we played, we were outside. There was no term called physical literacy, right? So there may be a lot of kids in our schools that are shy or are not sure how to go out and play. For whatever reason. So I think that in the Clarence Rockland system in our community, hopefully there's professionals that can help them, or maybe a program we can put in place that helps all these children to become active and feel confident in doing so, right? And provide them the confidence. Because a lot of times, again, there's really no clarity around just being active, right? But there is confidence to your part, motivation to put that foot on the gym floor and go out and play and find something that you like. So I don't know if that answered the question, but I think there is an opportunity for us to look deeper into the school system to help these kids really get out there and play. Et ce sont pourtant des ressources qu'on devrait posséder davantage et qui sont importantes pour la population, puisque ce sont des facteurs tellement importants et déterminants. I think it's just looking at population, right? So I think you're seeing, obviously there's more opportunity in the urban cities or the cityscapes to get more kids with that quote-unquote motivation/clarity. But no, a kid is a kid, a human being is a human being. If they find something they're passionate about, I believe you can find them anywhere. And matter of fact, I think if you look at most walks, like Sidney Crosby in hockey came from somewhere out in Cole Harbour, Halifax, or Nova Scotia, right? A small town out. So the talent and drive and motivation and clarity can come from anywhere. Right? It's about providing the infrastructure and the resources for these children to find something they're passionate about and become clear about what they want to do, especially from a sport perspective, right? And other athletes, right? School, academic kids, it's the same idea. They have the same opportunity here in a Rockland High School as they do in an Ottawa High School. Right? So it's about providing our athletes the facilities, and that's why another reason I'm very passionate about bringing the academy here and the facility is because we're going to give infrastructure to a city. Right? So not only will we have the local community be able to bring their kids in, put them into camps, let them explore tennis, pickleball, paddle, right, and get excited maybe about one of those sports, but we'll also be bringing in other kids from around the country to come play tournaments. So, that may drive passion and motivation too. All of a sudden you come in, you see a top-level ITF tournament, and a little 9-year-old happens to come by with their parents one day and they see this amazing tennis happening, and then they're passionate about it. Right, so I think, I don't think there's a difference in the human nature of the child, right? I think the child can come and from this court or any court and become best in the world if they have it. My first guess is the number one obstacle is infrastructure. Access to coaching and infrastructure would be an obstacle. But is it something that you cannot overcome?
That again, I believe that the answer to that is no, you can overcome that in a small town, right? You practice against the wall that's just outside here. You hit ball after ball after ball after ball. You come out, you drag your parents out with a basket, you hit serves, you hit, in my sport, right? You hit serves, you hit your serves, you hit with every adult that's on this court. And you just figure out a way to get better. If it's really what you want, you'll figure it out. And all of a sudden, someone's gonna see you. And next thing you know, maybe you get a scholarship to an academy or something, who knows? But yeah, so there may be perceived obstacles, but they may also be blessings, right? Because I remember when I first started in coaching, somebody said to me, because we were at the OIC, which was very nice, and then we went to the warehouse, which I had, right? And the warehouse was a warehouse. And someone said, you know what, athletes shouldn't have the best of the best when they're at this age. And I said, oh, why not? And she go, I think it was a young lady, and she said, because they don't deserve it. They haven't earned it yet. Right, and there's an academy in Russia called Spartak, and I think it's growing up quite a bit now. But there was a book by Dr. Daniel Coyle, and Dr. Daniel Coyle talked about the exact same thing, right? All these talent hubs like Spartak in Russia were dives, right? It was literally a 2-court barn with the windows were broken in Russia in the wintertime, and the kids were in there practicing, right? But this woman in Russia produced more top 20 players in the US at the time, right? And so were there obstacles? Yes. Now, these children were lucky to have her as a coach, right? So they had access to someone who had a court and a good coach. But I think any obstacle can be overcome, rural or urban, no matter where. It's just, again, the passion and the clarity of the athlete. Bien, il y a beaucoup de recherches, je dirais, dans les 20 dernières années qui ont regardé c'est quoi les déterminants, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont bouger régulièrement et d'autres vont avoir de la misère à le faire ou vont pas être capables. Puis, 2 des facteurs qu'on appelle malléables, c'est-à-dire des facteurs qui sont modifiables, c'est la motivation et la confiance. Il y a d'autres facteurs, comme par exemple la météo. Les gens sont plus actifs l'été parce qu'il fait beau, on a le goût d'être dehors, mais l'hiver, c'est plus difficile. Donc, ça, c'est un autre facteur qui influence, mais on peut pas changer ça, à moins qu'on déménage à Miami. Puis ça, c'est une super belle ville, Miami, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, les recherches semblent démontrer que si on veut vraiment aider les gens à bouger plus, que augmenter leur motivation et leur confiance, ça va les aider à bouger plus régulièrement. Parce que quand les gens se sentent capables de faire quelque chose, puis ça, c'est pas juste envers l'activité physique, mais envers toutes sortes de comportements, quand on se sent capable de faire quelque chose, on sent qu'on a la capacité de le faire, on a beaucoup plus tendance à le faire, à essayer. Quand on pense pas qu'on est capable, ben c'est sûr qu'on a plus peur de l'essayer, on veut pas prendre de risques. La motivation, c'est un facteur super important pour tous nos comportements, pas juste l'activité physique. Puis ce que j'aimerais distinguer peut-être quand on parle de motivation, c'est il y a la quantité de motivation qu'on peut avoir pour faire un comportement comme l'activité physique et on a aussi la qualité de motivation. Et en fait, certaines recherches de mon laboratoire à moi indiquent que les deux sont importants, qu'il y a une interaction entre les deux. La quantité de motivation, c'est à quel point tu veux le faire, tu désires le faire. Si on met ça d'une échelle de 1 à 10, les gens qui disent qu'ils veulent vraiment le faire, qui désirent le faire plus proche de 10, ça n'a pas besoin d'être 10, mais 7, 8, 9, on trouve qu'ils sont plus capables de le faire. Les gens qui veulent pas vraiment le faire, ils sont amotivés ou il y en a qui détestent l'activité physique parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Ils sont plus bas sur l'échelle, ils vont plus avoir de la misère à faire de l'activité physique. Ça, c'est la quantité. Et la quantité de motivation, c'est surtout important au début, quand les gens commencent à bouger, quand ils commencent à vouloir s'entraîner et se mettre en forme, la quantité de motivation et la confiance, c'est très important. Pour le maintien, on s'entend que l'activité physique, c'est pas comme arrêter de fumer. C'est difficile d'arrêter de fumer, mais quand on a arrêté, on a arrêté. L'activité physique, il faut continuer à le faire à chaque semaine. C'est un comportement différent et la recherche semble démontrer que la qualité de motivation, c'est très important pour le maintien de l'activité physique. Et quand je parle de qualité de motivation, je parle de c'est quoi les raisons qui vont motiver la personne à vouloir bouger. Est-ce que c'est parce que le médecin leur a dit qu'il fallait qu'il bouge, sinon il allait avoir des maladies cardiovasculaires ou un autre incident de santé ou leur partenaire leur met de la pression pour faire de l'activité physique parce que eux en font. Ça, c'est pas une belle qualité de motivation. C'est pas bon à long terme.
Une bonne qualité de motivation, c'est quand on choisit nous-mêmes de faire de l'activité physique parce qu'on trouve que c'est important ou parce que c'est en ligne avec nos valeurs ou encore parce qu'on a du plaisir à le faire. Donc, ça, c'est une meilleure qualité de motivation. Puis ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus, des méta-analyses, tout ça qui démontre que la qualité de motivation, c'est très important pour bouger à long terme. Souvent, la recherche semble indiquer que les gens qui entourent les enfants quand ils font du sport ou de l'activité physique, les parents, les entraîneurs, les profs d'éducation physique, peuvent avoir un grand rôle à jouer dans le développement d'une bonne confiance puis d'une bonne motivation. Si on revient à la théorie de l'autodétermination, cette théorie-là a montré à plusieurs reprises qu'il y a 3 besoins fondamentaux que tous les gens ont. Le besoin de confiance, de se sentir compétent, le besoin de se sentir autonome, que c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait, pas de se faire contrôler par d'autres, et le besoin de se sentir en connexion avec les autres. Et quand ces 3 besoins-là sont satisfaits, les gens vont avoir une bonne quantité et qualité de motivation, alors que si ces besoins-là sont pas supportés, sont réprimés, si tu veux, les gens se sentent pas confiants ou ils sentent qu'ils sont pas connectés dans leur environnement d'activité physique ou ils sentent qu'ils ont de la pression de d'autres personnes, que c'est pas eux-mêmes qui décident. À ce moment-là, la qualité et la quantité de motivation vont être un peu brimées. Donc, les 3 besoins fondamentaux, c'est super important. Donc, on peut comprendre que la motivation et la confiance sont des éléments qui sont complexes. Mais comment peut-on améliorer sa confiance et sa motivation afin qu'on puisse en bénéficier dans plusieurs aspects de notre vie et surtout pour rester plus actif? Bien, c'est sûr que quand la confiance et la motivation est basse, les gens vont avoir de la misère à bouger. Mais il y a différentes choses qu'on peut faire pour aider les gens. Justement, c'est ça. Mon programme fait ça. J'enseigne un cours à l'Université d'Ottawa où les étudiants apprennent comment on peut booster justement la motivation, la confiance des gens. Il y a toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser. Puis, comme par exemple, se fixer des buts qui sont petits. Tu sais, quand tu atteins des petits buts, tu développes ta confiance, ta motivation pour accomplir des buts un peu plus grands. Je te donne juste un exemple comme ça. C'est sûr que c'est des facteurs clés à ce niveau-là. Il faut vraiment optimiser les deux pour que les gens puissent bouger, surtout à long terme. C'est assez facile de faire bouger les gens à court terme, mais qui maintiennent leur niveau d'activité physique à travers différents mois, à travers différentes années, il faut un niveau stable de motivation puis de confiance. C'est sûr que les gens peuvent faire beaucoup de choses par eux-mêmes. C'est pas tout le monde qui a besoin de l'aide d'un kinésiologue. Il y en a qui ont besoin de l'aide, du support puis tout ça. Mais je dirais probablement les meilleures stratégies, c'est d'essayer différentes activités pour en trouver peut-être 2 ou 3 qui t'allument, qui t'excitent, que tu trouves que c'est le fun. Il faut essayer différentes affaires. Puis pas faire des trucs, peut-être ton voisin, il fait du triathlon, puis lui, il aime super ça, mais c'est pas pour tout le monde. Ta cousine fait des marathons, mais c'est peut-être pas dans tes goûts à toi. Il faut vraiment trouver qu'est-ce qui va te motiver toi. Et je dirais aussi de bloquer des temps dans ton horaire pendant la journée ou le matin ou le soir, puis le mettre carrément à ton horaire. La planification, comme je disais tantôt, c'est 2 trucs qui peuvent beaucoup aider les gens à bouger. J'aimerais aussi démystifier que bouger régulièrement, ça coûte de l'argent. C'est pas tout le monde qui a de l'argent pour se payer des cours de spinning ou des cours super chers de yoga. Moi, je fais toutes sortes d'activités physiques, mais il y a rien qui me coûte de l'argent à part aller au gym, que je fais 1 fois par semaine. Mais je fais du yoga en ligne. Dehors, c'est encore mieux. Je cours régulièrement. Les gens peuvent marcher. On n'a pas besoin de payer plein d'argent pour faire des cours super fancy. Si tu as l'argent puis tu veux mettre ton argent sur aller faire de l'escalade intérieure, tout ça, c'est correct, mais ça coûte pas beaucoup d'argent. Les gens pensent qu'il faut avoir de l'argent pour être régulièrement actif, puis c'est faux, ça. Effectivement, lors de la 2e émission, nous avons discuté de techniques qui peuvent aider les individus à rester davantage actifs. Afin de trouver quel genre d'activité vous convient le mieux, il est bien d'identifier ce que vous aimez et quel genre de personne vous êtes. Par exemple, si vous aimez le vélo ainsi que socialiser, rassembler vos amis cyclistes serait une excellente idée pour vous.
À l'inverse, si vous préférez bouger moins intensément et préférez être seul et tranquille, vous allez probablement apprécier des séances de marche solitaire dans votre quartier ou en nature. Il faut également dire que dans l'est de l'Ontario, nous sommes choyés d'avoir plusieurs endroits naturels qui nous permettent d'être actifs. Par exemple, la forêt La Rose, le sentier récréatif Prescott and Russell et les sentiers dans la capitale sont tous des exemples de pistes offrant aux individus la chance de bouger à leur rythme, en même temps qu'apprécier la belle diversité naturelle qu'offre la région. Il ne faut également pas oublier les nombreux parcs que nos communautés possèdent. Ils offrent une multitude de possibilités, bien que certains changements pourraient encore être apportés afin d'en rendre certains plus accessibles. Nous irons plus en détail sur ce sujet avec notre nouvelle série Sur une meilleure voie. L'autosurveillance, c'est un autre facteur qui semble sortir en recherche. En anglais, on appelle ça le self-monitoring. Puis ça, c'est quand tu vas noter justement, comme par exemple, il y en a qui vont utiliser des, je sais que c'est super populaire, là, les Fitbit, puis tout ça. Je suis un petit peu contre ça, mais ça serait toute une autre entrevue qu'on pourrait faire si tu veux. Mais il y en a beaucoup qui, les trackers, ils trackent leurs pas qu'ils font, ils trackent leur sommeil. C'est très, les gadgets, hein, c'est très populaire en ce moment. Notez que moi, j'en ai pas. Mais il y en a qui aiment ça, noter combien de pas qu'ils font ou combien de calories ils ont dépensé. Et l'écrire. Écrire que tu es allé faire ton activité physique ou tu as couru 20 minutes ou que tu as marché une demi-heure. L'écrire, ça semble être aussi un outil motivationnel et de boostage de confiance qui est assez important parce que là, tu peux regarder ton progrès d'une semaine à l'autre, que là, tu as couru un peu plus ou que tu as fait un yoga. La semaine d'avant, tu faisais des yogas de 15 minutes. Là, tu es capable d'en faire un petit peu plus long. De l'écrire dans ton agenda ou sur ton calendrier ou un calendrier électronique, si tu veux. L'écrire, le nombre de pas que tu fais ou le nombre de kilomètres que tu as fait en vélo. L'écrire, c'est une forme d'autosurveillance qui semble vraiment augmenter la confiance et la motivation des gens. Donc, c'est un autre truc que j'aimerais donner à la population pour les motiver puis pour qu'ils aient confiance dans leurs aptitudes à faire de l'activité physique. C'est ça l'autosurveillance, c'est pas plus compliqué que ça. Le plaisir, c'est la motivation intrinsèque. Et aussitôt qu'on fait des activités qui nous font plaisir, c'est pas difficile. Pensez à des choses que vous aimez faire, comme par exemple faire la fête. Il y a des jeunes qui aiment beaucoup ça, faire la fête. C'est pas dur d'aller à un party parce qu'on aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est un peu la même chose avec l'activité physique. Trouvez des activités que ça vous tente de faire. Comme moi, pendant un bout de temps, je faisais des cours de danse hip-hop parce que moi, j'aime ça danser. Je suis pas nécessairement super bonne, c'est pas grave, mais j'aimais ça. C'était pas dur pour moi le mercredi soir d'aller à mon cours de danse hip-hop parce que j'avais du plaisir à le faire. Fait que le plus que tu choisis des activités que tu as du plaisir à faire, le plus facile que c'est de te motiver pour le faire, de le mettre à ton horaire, puis de te sentir confiant à le faire. Voici ce qui résume l'information concernant ces deux aptitudes mentales qui s'appliquent à monsieur, madame, tout le monde. Si on pousse l'information plus loin, ces deux aptitudes sont très importantes en contexte compétitif. Que ce soit les jeunes qui participent à des compétitions au sein de clubs, des élèves qui compétitionnent au niveau scolaire, des athlètes universitaires, nationaux ou internationaux, la confiance et la motivation sont des aspects avec lesquels on doit continuellement travailler afin de s'assurer que la performance est optimisée au maximum. On pourrait croire que cela est toujours facile à faire et à gérer, mais les choses sont plus complexes. Il faut toujours garder en tête que chaque athlète est différent. C'est certain que plusieurs éléments sont importants dans le monde compétitif, mais pour cette émission, nous resterons toujours sur les deux mêmes aptitudes mentales. Plusieurs techniques permettent d'améliorer ou de gérer la motivation et la confiance des athlètes. Donc, moi, je crois qu'il y a deux facteurs super importants dans le monde de la compétition et le monde sportif, c'est la motivation et la confiance. Premièrement, lorsqu'on se sent confiant, on va performer du mieux qu'on peut selon nos compétences actuelles. Lorsqu'on commence à douter de nos compétences, c'est normal que notre corps va réagir, on va avoir des émotions. Puis, évidemment, les émotions vont affecter nos décisions. Donc, si je suis suractivé, puis je me sens pas confiant, dans le domaine sportif, il est possible qu'on va faire des mauvaises décisions, avoir une pénalité, être trop agressif, juste mal se positionner sur le terrain. Mais lorsqu'on se sent confiant, on est un peu plus relax, puis on peut mieux gérer ce qui se passe autour de nous,
Et qui dit mieux gérer, dit mieux on réagit mieux. Et puis, si on réagit mieux, bien, on a des meilleures chances de réussir. Donc, évidemment, dans le monde sportif, la confiance est un facteur super important. L'autre facteur que je trouve très important, c'est la motivation. Non seulement le jour de l'événement, mais aussi tout au long de l'année lorsqu'on se prépare pour la partie, pour le tournoi, pour la compétition, pour la course. Parce que si on est capable de se préparer de façon constante, on est capable de s'améliorer aussi de façon constante et ultimement bien performer. Commençons avec la motivation. Je pense que tout le monde, quand il rentre dans l'arène compétitive, tout le monde veut gagner. Ça, c'est... On aime les médailles, on aime se faire encourager, se faire féliciter. Mais où est-ce que les choses se compliquent? C'est la préparation qui mène au succès. Il y a des matins que ça ne nous tente pas trop de se réveiller puis aller faire un entraînement. Il y a des fois que nos muscles vont nous dire « Oh, on est fatigué ». Donc, on veut maximiser notre motivation, surtout dans la préparation, dans le processus. Pour ce faire, je pense qu'il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser. La première, ça serait comme de parler de perception. Donc, lorsqu'on aborde un entraînement, bien, un entraînement en soi, il y en a tellement dans une année, on peut se dire, bah, c'est pas important si on saute l'entraînement, si on en fait moins, etc. Je pense qu'ici, pour vraiment maximiser nos performances, il faut activer nos athlètes. Comment qu'on fait ça? Bien, on peut leur parler de nos objectifs à long terme. On peut leur parler de la compétition qui s'en vient, mais en préparation, je te dirais, activer nos athlètes du mieux qu'on peut serait la façon de maximiser nos performances puis les bienfaits de l'entraînement. Lorsqu'on se rapproche de la compétition comme telle, bien, on veut tellement bien faire que des fois, on commence à se mettre du stress, que le stress soit vrai ou pas vrai, on peut en discuter, là, mais rendu près de la compétition, ça serait important de, habituellement, commencer à moins en moins s'activer. Tout le monde veut bien faire, l'activation va déjà être là, tout le monde va être vraiment surexcité. Donc là, on peut employer des stratégies comme la respiration, comme l'imagerie mentale pour se calmer un peu, puis être en mesure de bien exécuter nos mouvements, tout dépendamment de c'est quoi l'activité. Parce qu'il y a certaines activités qu'on veut être vraiment, comme on veut vraiment être activé. Là, je parle à un joueur de football. Mais il y a d'autres fois où est-ce que c'est vraiment technique, puis l'activation pourrait être au détriment de la performance. Là, je parle golf. Donc, tu sais, un joueur de golf, il veut pas commencer à avoir un cœur, qui bat à 100 000 à l'heure. Il veut être en fait très sous contrôle. Mais le joueur de football, lui, veut être activé parce qu'il va frapper puis il va se faire frapper. L'autodétermination, c'est l'idée qu'on va être motivé à accomplir les tâches qu'on a besoin d'accomplir lorsque la motivation vient de soi. Puis on se sent motivé lorsque certains critères sont touchés. Donc, on veut faire des choses dans lesquelles on se sent bon, on se sent compétent. Puis quand on se sent compétent, bien, on a beaucoup de confiance. Habituellement aussi, on est motivé à faire des actions, des choses, des tâches, lorsqu'on sent qu'on a un contrôle. Donc, si je te dis « va étudier », bien, puis tu penses que tu vas échouer ton test, puis tu crois fermement que tu vas échouer ton test, bien, la motivation va être vraiment basse à investir des heures et des heures à étudier pour quelque chose qui va être un échec. Mais si tu crois sincèrement que si tu mets assez de temps, d'efforts intentionnels à améliorer ton étude pour avoir un bon test, bien là, tu vas être motivé parce que le temps que tu vas consacrer a comme une genre de raison. Donc, la motivation est, si tu te sens compétent, ça te tente de le faire. Si tu as un certain sens de contrôle, puis non seulement le contrôle de avec le temps, je vais m'améliorer, mais le contrôle de décider quand est-ce que tu vas étudier ou quand est-ce que tu vas faire ton entraînement, la longueur, avec qui tu vas le faire. C'est important de garder notre motivation tout au long de l'année assez haut. Mais je vais être le premier à admettre que c'est impossible de toujours se sentir motivé. De là l'importance de penser à une approche
pour mieux réagir lorsque la motivation va être basse. Donc, je pense que la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a des moments dans l'année que la motivation va être basse. Là, qu'est-ce qu'on fait lorsque la motivation est basse? Bien, on peut contrôler nos pensées, puis on peut s'établir un plan d'attaque pour mieux réagir lorsque notre motivation va être basse. Première étape, ça serait, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, reconnaître que la motivation va être basse et reconnaître ou connaître les étapes qu'on veut quand même accomplir, peu importe si on se sent comme si on veut accomplir l'entraînement ou non. Un autre conseil que je donnerais lorsque la motivation va être basse, c'est de s'entourer de gens qui vont être capables de nous donner un coup de pouce. Ça peut être un entraîneur, ça peut être un partenaire d'entraînement. Puis si on n'a pas accès à un système de support de la sorte, bien, on pourrait même se mettre des messages un peu partout dans notre chambre à coucher, dans notre demeure, qui nous rappellent le pourquoi de les entraînements. Puis souvent, on trouve que c'est important de bien performer. Puis si on est capable de juste se rappeler de cette importance-là, que ce soit une importance pour soi-même, que ce soit une importance pour le groupe, donc si on fait partie d'une équipe sportive, bien là, on pourrait se dire, moi, je m'entraîne non seulement pour moi, mais pour un autre. Puis si on est un parent, puis là, je parle un peu plus dans le domaine de l'activité physique, bien possiblement que ce qui serait important pour vous, ce serait de démontrer l'exemple d'une personne active et en santé pour votre enfant, pour votre époux, parce que c'est clairement démontré que si on est actif, les gens qui nous entourent de façon immédiate vont être influencés de façon positive, puis eux aussi vont vouloir être plus actifs, puis ils vont démontrer probablement les comportements qu'on souhaite chez nous-mêmes. Une autre tactique qui peut stimuler sa motivation est de se fixer des objectifs SMART. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans d'autres contextes que l'activité physique. C'est effectivement une technique efficace pour se fixer des objectifs réalistes qui vont vous garder motivé. Les lettres SMART tiennent pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ce type d'objectif permet de formuler un objectif très spécifique. Cela nous permet de bien comprendre ce que nous allons accomplir, et ce, dans une durée spécifique. Il faut également s'assurer que ce soit un objectif qui est réaliste et atteignable. Il serait illogique pour un débutant à la course à pied de se fixer comme objectif de courir un marathon dans un délai de 6 mois. De plus, si cet individu voit que ses résultats ne sont pas propices pour l'atteinte de son objectif extrêmement ambitieux, il risque fort probablement de se décourager. C'est pourquoi il faut s'assurer que les objectifs sont réalistes dans le temps qu'on se donne pour les accomplir. Se fixer plusieurs petits objectifs est plus motivant qu'un seul gros objectif de grande envergure. Un bon objectif SMART pourrait ressembler à courir 5 km à une cadence moyenne de 5 minutes par kilomètre sans prendre de pause pour la compléter en 25 minutes, et ce, échelonné sur 8 semaines. Une bonne planification détaillée aide également à se rendre compte des progrès et devient alors une source de motivation par elle-même. Sur une autre note, il faut aussi prêter attention au manque de motivation et de confiance chez les athlètes, puisque cela peut provoquer une moins bonne performance. La motivation va avoir un impact sur les performances des athlètes. Ça, c'est garanti. Parfois, un athlète veut trop bien faire, puis il va être tellement motivé qu'en fait, la performance va diminuer. En psychologie, on parle de la théorie du U inversé. Si on peut imaginer un U à l'envers, on peut imaginer que si on n'est vraiment pas motivé, bien, notre performance va être basse. Là, je donne l'exemple. Il est 6 heures le matin, on est dans un lit douillet, on est super confortable, ça ne nous tente pas de sortir. Bien, clairement, à ce moment-là, notre activation, notre motivation est vraiment basse. Puis si je te demandais de faire, jouer la meilleure performance de ta vie, rares sont les personnes qui vont être capables de le faire. Mais si je suis capable de te réveiller puis de dire, OK, c'est une partie importante, tout ça, bien là, ton activation va monter. Mais il y a des fois que lorsqu'on veut trop bien faire, souvent, c'est en avant des spectateurs. Des fois, c'est la perception qu'on a que la partie est très importante. Ça peut être une finale, ça peut être le dernier set devant les spectateurs. Mais là, peut-être notre activation devient de plus en plus intense. Puis là, notre performance peut commencer à diminuer. Donc, c'est là l'importance de se connaître nous-mêmes. Puis si on n'est pas à notre activation ou notre motivation
pas ultime, mais souhaité. Mais là, il faut parfois se calmer. Mais pour d'autres personnes, ça serait important de peut-être continuer à s'activer. Il y a certains athlètes qui, peu importe qu'est-ce qui arrive, ils vont être toujours mélos. Puis on veut que ces athlètes-là soient pompés. Puis là, je pense un peu à les fameux speeches avant partie d'un coach de hockey. Souvent, le coach, voulant bien faire, va adresser tous ses athlètes, puis il va essayer de les pomper à 100 000 à l'heure. Moi, de mon côté, avec ce que j'ai vécu personnellement comme athlète, mais aussi comme intervenant en psychosportive, c'est qu'il n'y a pas un athlète de pareil. Puis peut-être le discours d'avant-match, juste pour pomper tout le monde, c'est pas le meilleur outil parce qu'il y a des gens qui vont être suractivés. Puis remarquez à quel point il doit avoir des petites punitions ici et là. Là, je pense à un match de hockey. L'athlète est tellement motivé à bien faire, il est tellement activé que son premier chiffre de hockey, il sort, puis là, boum, il frappe l'adversaire trop fort. Puis là, il y a une punition. Mais là, ultimement, il était trop activé. Puis il y en a d'autres que il faut continuellement vouloir les motiver, les pomper parce que de nature, ils sont calmes. Pour certains athlètes, la motivation va avoir un impact positif quand on est très motivé, mais à un certain point. Puis pour d'autres, ça va avoir un impact négatif parce qu'il va être tellement suractivé qu'il va vouloir tellement bien faire qu'il va être saisi dans ses muscles, il va peut-être faire une décision craintive, il va hésiter. Puis pour remédier à la situation, moi je pense que ça serait important. Mais puis là, il y a différentes approches parce que différents sports ont différents contextes, ont différents règlements. Par exemple, au volleyball, il y a toujours un arrêt. Donc, vu qu'après un point, un arrêt, on a le temps de respirer, on a le temps de penser, on a le temps de se parler à nous-mêmes pour faire comme un retour au calme. Tandis que peut-être une partie de basket, c'est continuel. Il n'y a pas de changement on the fly, un peu comme au hockey. Donc là, l'approche est un peu différente. Mais la motivation, c'est garanti que ça va avoir un impact sur la performance, mais non seulement la performance pendant une joute, pendant une compétition, mais aussi la performance pendant les entraînements. Puis je te dirais que pour mieux préparer un athlète, on veut qu'en pratique, on veut créer des moments de stress. Parce que c'est difficile de recréer un moment de stress. Puis là, une des suggestions, ça pourrait être genre, OK, on lance des lancers francs au basketball et on veut que tu le réussisses. Mais si tu ne le réussis pas, toute l'équipe doit courir, tu sais, des lignes à ligne. Là, tout d'un coup, tu as un stress sur toi-même, mais c'est en pratique. Il n'y a pas personne dans les estrades pour te juger, mis à part tes coéquipiers. Mais ça, c'est une façon de créer un stress. Une autre façon, c'est de garder des statistiques en pratique. Puis là, tu dirais, bien, les statistiques en pratique, c'est pas très important. Mais connaissant la majorité des athlètes de haut niveau avec lesquels j'ai travaillé, ils sont compétitifs, peu importe s'il y a 1000 personnes dans les estrades ou s'il y en a 0. Donc, en gardant le pointage de pratique en pratique, je pense que ça peut augmenter la motivation et aussi le stress. Puis, règle générale, ça a un meilleur impact sur la préparation de l'athlète si on est capable de créer ces moments de stress-là pendant une pratique. La motivation va fluctuer. Je te dirais que l'énergie, puis là, quand je parle d'énergie, il y a les études qui peuvent aller chercher de l'énergie. Moi étant un père de 3, juste la vie familiale peut aller chercher de l'énergie. Tu dors mal le soir, toutes ces choses-là. Donc, je pense que le premier message que je dirais, pour mieux gérer la motivation, une des choses primordiales, ça serait de bien dormir le soir. Là, on parle de 8-9 heures de sommeil de qualité. Pour certains, ça va être impossible, puis je le reconnais, mais à l'intérieur de notre préparation sportive, prendre conscience que le repos, la récupération, c'est tellement un ingrédient, pas très sexy, je dois admettre, mais tellement important pour maximiser nos performances. Parce que quand tu y penses, tu fais un entraînement, c'est pas le 10 secondes après, c'est pas la minute après que tu deviens tout d'un coup magique, plus fort. C'est en fait peut-être 24 heures à 48 heures plus tard lorsque ton corps a le temps de récupérer. Même chose quand tu es en train d'apprendre un nouveau mouvement sportif. Possiblement que dans la pratique comme telle actuelle,
Des fois, ça peut même se rempirer, puis là, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que ton cerveau ait le temps de digérer, comprendre, faire les connexions neurales pour qu'après 24 heures, 48 heures, une semaine plus tard, tu aies l'amélioration. Donc, je te dirais, un des ingrédients très, très, très importants pour mieux gérer la motivation, c'est le repos. Un athlète reposé va se présenter à l'entraînement beaucoup plus motivé qu'un athlète qui veille tard. Et puis, malheureusement, pour certains athlètes, ça va être sacrifié, certains jeux vidéo très tard le soir. Mais ça, c'est certains sacrifices à faire si on veut vraiment les performances au-delà de ce qui est considéré normal. On peut aussi gérer la motivation en parlant de perspective. Là, je reviens à l'exemple de peut-être une mère ou un père qui se dit « Moi, dans ma situation familiale, c'est impossible pour moi d'aller faire mon entraînement à cause, être père, c'est numéro 1, être mère, c'est numéro 1. » Mais moi, je pense qu'on est capable de travailler avec un client comme ça en lui demandant « Est-ce que, ultimement, être en forme à 50, 60, 70 ans pour la famille, ça va être important pour vous? » Règle générale, tout le monde dit oui à 100 000 à l'heure. Et pourtant, pour se rendre en santé à 70 ans, c'est les décisions actuelles, présentes devant nous, qu'on doit prendre pour se mettre dans une position à être en santé pour la famille à 70 ans. Donc, là, tout d'un coup, la perception vient de changer. Dans le moment immédiat, ça semble être selfish de se dire « Ah, je vais aller faire mon heure d'entraînement. » Et pourtant, pour le bien-être de la famille, c'est l'heure qui devrait être prise pour aller marcher, pour aller courir, pour aller faire des poids et haltères, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Parce que, clairement, un esprit sain dans un corps sain, c'est ce qu'on veut pour notre épouse, époux, pour nos petites. La visualisation constitue elle aussi une excellente technique qui permet d'améliorer la confiance en soi ainsi que la performance générale. Pour faire cet exercice mental, l'athlète ne recourt à aucun comportement physique et se sert simplement de son mental pour se visualiser dans des situations spécifiques de jeu. Cette technique permet effectivement d'améliorer sa perception de l'espace, sa coordination, sa gestion du stress et bien plus encore. Bien, premièrement, on pourrait associer un manque de motivation aussi à un surentraînement. Une façon facile de vérifier si un athlète est surentraîné, c'est en regardant un peu sa fréquence cardiaque. Si, règle générale, l'athlète se situe entre 60 à 65 battements par minute, puis là, tout d'un coup, au repos, il est comme 10 battements supérieurs que sa normale, moi, je me dirais, possiblement qu'il est en train de surtaxer son corps. Là, possiblement que les entraînements ne sont pas surtaxants, c'est plutôt sa récupération qui doit être remédier, mais des fois, ça peut être que l'entraînement est strictement trop pour l'athlète. Donc, évidemment, la motivation et l'entraînement vont main dans la main. Il faut regarder à ces deux items-là. Un autre signe de manque de motivation chez certains athlètes serait des athlètes qui commencent à avoir des comportements lors des entraînements qui sont pas habituels pour eux. Donc, certains athlètes qui commencent à couper les coins ronds, qui ont moins d'intensité, qui sont moins positifs, moi, je te dirais que ça serait des drapeaux rouges à surveiller. Puis si ça se présente, le premier conseil que je dirais à un entraîneur ou même à un parent, ça serait de juste questionner l'athlète, lui poser des questions pour savoir à quoi il pense. Puis des fois, c'est peut-être pas un manque de motivation parce qu'un athlète, c'est pas simplement un athlète, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un époux, c'est un ami, c'est plein d'autres choses. Donc, c'est pas à cause que les choses vont bien dans son sport que nécessairement les choses vont bien à l'extérieur du sport. Puis, et pourtant, ces deux volets-là vont venir affecter la performance et aussi la motivation. Donc, je te dirais, ça serait les gros morceaux à surveiller, les comportements qui sont atypiques pour l'athlète. Puis, pour y remédier, ça serait premièrement de questionner. Et puis, si on est capable de changer certaines des composantes à l'intérieur de la vie de l'athlète, on pourrait le faire. C'est pourquoi il est important pour les athlètes de s'entourer d'un réseau de gens envers lesquels ils ont confiance. Ces individus, qu'ils soient des entraîneurs, des coéquipiers ou même des amis ou des membres de la famille, peuvent supporter l'athlète durant des périodes plus difficiles, parsemées d'embûches, de doutes, de manque de confiance en soi et de motivation. Parce que c'est ça la réalité d'être athlète.
Aucun parcours n'est un chemin linéaire, et c'est grâce aux difficultés qu'on réussit à surmonter que l'on devient plus fort. I think at a young age, it's a good point. They're not going to be crystal clear on what they're not going to be crystal clear on what they want to do. Some are, right? And some have people driving them in that direction, to your point, where they're going to provide the moment. And I think, for me as a tennis coach, at a young age, I always look at their win-loss, once they start playing, their win-loss records. I think it's important that they understand that they have fun and they win, right? So I try and manage the best I can that their winning to losing ratio is 4 wins to 1 loss at a young age. Because as you get older, as you get to 16, 17, and you're competitive, it could be 1-to-1, win 1, lose 1. Right? So that becomes, you better have the confidence, passion, and clarity at that point to keep going, right? Because there's only one person who can win any tournament. So for the little kids, I want to develop that confidence and motivation through winning, right? And winning could just be on the court playing a game, right? And so if I notice, for example, a young athlete who is struggling on the court, who is not winning all the time against their peers in practice, I will find some way to make sure that that athlete has a victory. Right, and to allow them to have that confidence and motivation to keep going, right? Because sometimes you're just not as strong as your peers at a young age. Growth is different. So I love to give every athlete the opportunity to reach to a maturity level where their body is caught up, where they're mature enough to have the ability to fight against those people and have the skills to do it at that time and fight in the nicest way, right? So at the young age, it's finding small victories, right? If they're good enough and they're playing tournaments, it's getting that 4-to-1 ratio, right? And as they move up, hopefully then they can develop their own crystal clear path as to where they want to go, and then it's just guide. La confiance, c'est un ingrédient tellement important pour la performance des athlètes. De là l'importance pour un entraîneur ou pour un préparateur physique à maximiser la confiance de leurs athlètes. Même je pense à un de mes athlètes du passé où est-ce que je lui avais proposé un entraînement au début de la saison. Puis on l'avait pris en note, puis j'y en avais pas parlé. Et puis plus tard dans l'année, évidemment, il s'est amélioré. Dans une semaine de récupération active, je lui ai proposé le premier entraînement pour le faire constater à quel point il n'est plus la même personne, il n'est plus le même athlète. En comparant son niveau de base à son niveau actuel. Puis je me rappelle, l'athlète, il m'a dit « Wow, l'entraînement était tellement facile cette semaine. J'ai pu lui faire réaliser à quel point il avait fait du progrès. » Puis, suite à ça, je lui avais fait réaliser que l'athlète qu'il était devenu était complètement différent de l'athlète qu'il était. Donc maintenant, il avait genre le privilège de se sentir plus confiant lorsqu'il était pour affronter sa compétition parce qu'il était plus fort, plus endurant, plus agile, plein de belles qualités physiques qui maintenant lui permettaient de se voir dans une nouvelle lumière positive. Donc, clairement, la confiance va avoir un impact sur les performances. L'autre chose que je pourrais dire à ce sujet-là, c'est que souvent, lorsqu'on vient dans des moments critiques, c'est important de se souvenir des moments où on a eu du succès par le passé. Parce que moi, je crois, si on est capable de le réussir une fois, on est capable de le réussir une deuxième, une troisième fois. Donc, lorsqu'on est devant une tâche difficile, une façon de maximiser sa confiance, c'est juste de se rappeler de toutes les choses difficiles qu'on était capable d'affronter et de surpasser dans notre passé. Puis juste ça devrait être assez pour augmenter la confiance à réussir l'activité ou la tâche qu'on doit surmonter à ce moment-là. Pour améliorer notre confiance, la première chose que je suggère, c'est d'établir un peu notre niveau de performance de base, puis de remarquer les petites améliorations au courant de nos entraînements. Là, je donne l'exemple d'une demoiselle qui s'entraînait avec moi, qui était incapable de courir 1 kilomètre. Bien, si elle n'est pas capable de courir 1 kilomètre, peut-être que c'est une raison valable de se dire « Ah, je ne suis pas bon, je ne me sens pas confiant ». Toutefois, ce qui donne la confiance, c'est l'amélioration, point à la ligne. Donc, on constate où est-ce qu'on est en termes de compétences physiques,
Puis on se dit, bien, si je suis capable de faire ça, est-ce que je suis capable de faire 2 de plus, 1 de plus? Puis si on est capable de noter de façon progressive des petits pourcentages de plus, que ce soit 10 secondes de course de plus, que ce soit 10 mètres de plus, bien, si je suis capable de compléter ça 365 jours durant une année, bien là, je ne suis plus la même athlète, je ne suis plus la même personne. Puis, si on est capable de voir une amélioration, moi, je crois sincèrement que la confiance va augmenter. La deuxième chose que je crois qui apporte beaucoup de confiance, c'est la constance de la préparation. Donc, moi, je rappelle toujours aux athlètes avec lesquels je travaille, si tu es capable de venir à tous les entraînements sans manquer, ça devrait te donner le privilège d'avoir de la confiance. Parce que rares sont ceux qui sont capables de toujours se présenter aux entraînements. Puis finalement, si on se sent quand même pas confiant, on peut aussi aller demander de l'aide avec un entraîneur personnel, un kinésiologue, un coach. Parce que ces personnes-là ont beaucoup d'expertise, de connaissances, puis ils peuvent vous dire ce qui est possible à l'instant même et ce qui peut devenir possible à travers une semaine, à travers un mois, à travers un an. Puis si on trouve des gens auxquels on fait confiance, bien là, tout d'un coup, ce qu'ils nous disent de faire, bien, on aura confiance à exécuter parce que c'est quelqu'un de connaissant qui nous dit quoi faire. Alors moi, je crois que l'amélioration va mener à de la confiance et aussi s'entourer de gens compétents, connaissants. Ça aussi, ça peut nous donner de la confiance dans notre processus de préparation. C'est donc ce qui conclut la première saison de l'approche gagnante. Nous espérons que ces informations partagées par nos experts de la région vous aideront à adopter un mode de vie plus actif. Et lorsque vous adhérez à une pratique constante d'une activité physique, vous en verrez sûrement découler de nombreux bienfaits au niveau de votre santé physique et mentale. Gardez un œil sur nos réseaux sociaux afin d'écouter la saison 2 de l'approche gagnante. Lors de cette prochaine saison, nous toucherons des enjeux plus sociétaux et divers. Sur ce, on se dit à bientôt. L'approche gagnante, Noémie Beauregard.